Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 24 octobre. Bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Et on débute avec une bonne nouvelle pour les automobilistes qui circulent entre la Vendée et la Charente-Maritime. Le pont du Brau est de nouveau accessible depuis ce mercredi. Il était fermé à la circulation depuis le 20 septembre en raison d'importants travaux. Initialement prévu lundi, sa réouverture a été décalée en raison des intempéries de ces derniers jours. C'est devenu une tradition et un passage presque obligatoire pour les skippers du Vendée Globe, laisser ses empreintes dans le sable. Depuis 6 éditions, le musée du sable reçoit tous les participants au Tour du monde à la voile et a déjà collecté plus de 150 empreintes. Des empreintes mobiles puisqu'elles se déplaceront dans différents lieux au gré des opportunités. Reportage Grégoire de Châtillon. Du sable, du ciment et de l'eau, c'est au tour de Jin Kung-soo de laisser son empreinte. Ce skipper chinois en situation de handicap compte bien montrer qu'il est toujours possible de se dépasser malgré les difficultés. Ces empreintes sont des souvenirs pour l'histoire, une initiative de l'association du musée du sable. C'est au tour de Clarisse Kremer de poser la main pour l'éternité dans le hall du lycée professionnel Éric Tabarly. C'est sûr qu'il y a un côté empreinte dans l'histoire qui me dépasse un petit peu. Moi, j'ai l'impression d'être surtout quelqu'un qui a beaucoup de chance d'aller vivre une aventure unique et du coup d'imaginer que mon empreinte va aussi perdurer dans l'histoire, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, d'un peu vertigineux. Ah, on a le droit de C'est la main qui est davantage choisie par les skippers par rapport aux pieds. Question de facilité, parce qu'ils ont le choix entre les deux sur ces plateaux en bois conçus par la section menuiserie du lycée Tabarly. Cette série d'empreintes est à disposition des skippers. Donc là, il y en a une équipe qui est très intéressée pour la récupérer après, momentanément, parce que bien sûr, on désire les conserver. Mais on va les proposer aussi à toutes les structures organisatrices ou partenaires du Vendée Globe, le département, la ville des Sables, Sodebo, etc., la région. C'est la première fois que j'ai fait ça, donc c'est sympa de laisser une marque et j'espère que ça peut inspirer quelques jeunes de lycée ou de gens de Sables-d'Olonne. Moi, j'ai passé ici il y a 16 ans, au départ du Vendée Globe 2008. Qui m'a inspiré de revenir un jour comme skipper et ça m'a pris 16 ans mais j'ai ma chance d'être ici pour prendre le départ du Vendée Globe dans 3 semaines donc c'est passionnant et j'espère que le fait de laisser un petit trace pour inspirer les autres à jamais oublier et lâcher leurs rêves. Ne rien lâcher, croire en ses rêves, ce sont bien souvent ce type de messages que laisse l'ensemble des skippers qui s'apprêtent à prendre le départ du Vendée Globe. On s'intéresse maintenant à l'association Valentin AUI qui accompagne les personnes aveugles et malvoyantes afin de les aider à sortir de l'isolement. Le comité vendéen de l'association a ouvert ses portes au public il y a quelques jours à La Roche-sur-Yon. Il accompagne actuellement 150 personnes avec des âges et des profils très différents. Ces portes ouvertes ont permis de présenter les actions menées mais aussi le matériel adapté permettant d'accéder à la culture et aux loisirs ou tout simplement de favoriser l'autonomie. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est vrai qu'on a le numérique, on a pas mal d'évolutions au niveau du matériel adapté, vocalisé, basse vision. Donc c'est vrai que c'est très demandé, très plébiscité par nos bénéficiaires. 90%, ça peut changer la vie d'un bénéficiaire. Donc quelqu'un qui ne voit plus, qui a vu, quand on lui propose un matériel adapté, vocalisé, revit. Après, il faut l'accepter. Le parc des expositions des Herbiers accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs. Cette année, il a abrité notamment la foire commerciale de la fête du chrono, le salon de l'habitat, un gala de boxe ou encore le championnat de France des oiseaux. Le bâtiment de 5300 mètres carrés, construit en 1968 et aménagé en parc expo en 2011, est devenu vieillissant et énergivore. La municipalité a donc décidé de le réhabiliter complètement. Des travaux de grande envergure sont donc lancés jusqu'au mois de juin prochain pour un montant d'1 million d'euros. L'objectif pour nous, effectivement, c'est de faire entrer notre parc expo dans une nouvelle dynamique, une troisième vie. Effectivement, il y a eu une vie vraiment industrielle, une vie parc expo qui a donné tout son coffre aussi à la ville des Herbiers, parce que nous sommes une ville événement. Et là, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin, en rendant l'endroit à la fois plus confortable et plus attractif. Les travaux qu'on fait sont des travaux d'abord d'isolation, des travaux énergétiques, notamment de relamping, qui vont nous permettre de pouvoir faire durer le bâtiment, tout en le rendant effectivement plus confortable au quotidien, mieux isolé. On a déjà fait la
la toiture il y a 4-5 ans, 3-4 ans. Donc on va essayer d'aller plus loin pour essayer de faire en sorte que l'intégralité soit préservée dans la durée. 3 façades vont être posées avec du bardage et d'isolation, bardage métallique. Et sur les entrées, celles-ci, plus les entrées qui sont derrière le bâtiment, il y aura du stratifié couleur bois. On va aussi refaire le relamping d'éclairage. On va changer tout l'éclairage. On va changer toutes les fenêtres, les portails, les portes, pareil, pour que ce soit, là c'est du relocage, mais aussi que ce soit agréable aussi par rapport à l'isolation. Et ensuite, on va finir par les peintures à l'intérieur des 2 bâtiments. Le programme Erasmus+ permet, lors de chaque année scolaire, d'organiser des échanges entre des collèges européens. Et à l'occasion des Erasmus Days, les élèves découvrent à travers des lettres et des énigmes quelles vont être leurs classes partenaires et surtout son pays. C'était le cas il y a quelques jours pour les élèves du collège des Colibert à Saint-Michel-en-Lerme, où s'est rendue Louise Vialger. Tirer à l'arc pour récolter des indices et résoudre des énigmes. Les élèves du collège Les Colibert ont joué le jeu pour deviner les écoles européennes avec qui ils vont échanger cette année. Pour rencontrer de nouvelles personnes, faire des voyages, échanger avec d'autres élèves. Des étrangers, des personnes qu'on ne connaît pas forcément, enfin qu'on ne connaît pas. Erasmus+, c'est ce projet d'échange entre collèges européens. Cette année, le thème, c'est la citoyenneté européenne. Concrètement, les échanges vont se faire en anglais autour d'un programme transdisciplinaire pour les élèves sélectionnés. Alors avec un tel programme, les progrès sont remarquables. Ça se voit dans le quotidien, c'est-à-dire des élèves qui progressent effectivement en anglais ou en allemand, puisque notre collègue d'allemand participe avec Erasmus en Allemagne. On le voit aussi par les contacts qu'ils gardent. Il y a d'anciens élèves qui reviennent nous voir et qui disent voilà, on a créé des liens partout en Europe, en Italie, en Croatie, en Hongrie, au Danemark. Cette année, le collège échange avec des établissements en Roumanie, au Portugal et en Serbie. Une véritable richesse pour l'établissement vendéen qui fête sa 4e année de collaboration avec ce programme européen. Au sein de l'établissement, de toute façon, c'est fédérateur pour les enseignants. C'est quelque chose qui est construit et validé par tous. Et avec les autres professeurs des autres pays, c'est extrêmement intéressant. Effectivement, on n'a pas la même manière d'enseigner, pas le même regard, pas la même relation aux élèves. Et grâce au projet Erasmus, on peut aussi envoyer des professeurs en séjour d'observation avec nos écoles partenaires pour découvrir des pratiques pédagogiques, d'accompagnement. En France, près de 2000 établissements participent à ce programme Erasmus+. La commune de l'Aiguillon-sur-Vie et la Fondation du patrimoine lancent une collecte de dons afin de financer la restauration de 3 œuvres religieuses. Il s'agit d'un Christ en croix, d'un tableau et d'une station de chemin de croix. Le montant des travaux est estimé à près de 9 000 €. Une partie sera financée par la Fondation du patrimoine. La mairie espère récolter 5 000 € de dons. On est parti, on va dire, d'un constat, on va dire, avec mon adjointe aux associations et on va dire tout ce qui est la partie environnementale, on va dire, sur notre petit patrimoine au niveau de notre commune, d'accord. Donc à la fois un patrimoine, on va dire, religieux et puis un patrimoine, on va dire, pas contemporain, mais on va dire de l'histoire de notre commune, les fermes, et ainsi de suite. Voilà comment est partie l'histoire, la volonté, on va dire, de remettre en valeur à la fois le passé et on va dire, le respect aussi du patrimoine qui nous appartient au niveau de nos églises et de l'intérieur de certains, on va dire, objets. On a un tableau voilà, qui a souffert beaucoup, que M. Buty, donc, qui est venu à protéger par un papier pour que chaque petite écaille ne s'en aille pas ailleurs. Voilà. Ce tableau a une particularité, le dos étant parqueté, ça permettrait de penser qu'il est un peu plus âgé que ce qu'on penserait normalement. Il devrait être du début du 19e. À l'approche d'Halloween, le potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon se prépare et lance l'opération Pas si trouille que ça. À partir de lundi prochain et pendant 4 jours, plusieurs ateliers et animations seront proposés. Le site se met aux couleurs d'Halloween avec des décors qui plongeront les visiteurs dans un univers festif où frissons et rires seront au rendez-vous. 5000 visiteurs sont attendus sur cette période.
On va proposer d'abord une visite thématique. Il y en aura 2 par jour pour les 4 jours d'Halloween. Une visite qui s'appelle Halloween ici et ailleurs. Donc on va expliquer l'origine de cette fête. Et ensuite on va proposer quelque chose d'un peu plus ludique, disons, avec 2 ateliers. Un atelier dégustation autour du chocolat et un atelier participatif pour réaliser son sac à bonbons. Donc il y aura plusieurs créneaux d'ateliers par jour. C'est dans la limite des places disponibles, donc il faut bien venir à l'heure, aux heures indiquées sur place. C'est maintenant l'heure du jeu de la matinale. Et si vous souhaitez jouer et peut-être gagner un kit composé de plusieurs goodies TV Vendée avec entre autres une casquette ou un bonnet ou encore un carnet d'activités, il va falloir répondre correctement à cette question que l'on vous pose depuis mardi. Quel est le nom officiel de ce drakkar construit depuis 2 ans par des passionnés vendéens? Alors chaque matin vous avez droit à un indice. Je vais vous en livrer un nouveau qui est lié à celui de mercredi donné par Caroline Tronche. L'indice était « Il fut le premier roi de Norvège à se faire baptiser catholique ». Eh bien, je complète aujourd'hui en vous disant que ce baptême a eu lieu à Rouen il y a tout juste 1000 ans. Si vous pensez avoir la bonne réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour participer. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à toutes et à tous sur TV Vendée.